Bonjour. La chaîne a pour but de vulgariser la microbiologie à des non-scientifiques. Parlons donc de notre truc qui n'a rien à voir. Parlons de chasse en groupe. Get in. Dans l'épisode précédent, on a vu Mixococcus, des micro-organismes qui se déplacent en groupe. Des micro-organismes qui se déplacent en groupe. Mais aujourd'hui, on va voir justement un peu comment ils vivent en groupe, et aussi un petit peu comment leurs proies survivent à leur chasse. Enfin, essaye, parce que ça se passe pas toujours bien. Alors on l'a vu, mais Mixococcus synthétise plein de trucs. Et quand il y a synthèse, il y a régulation, parce que ça coûte énormément d'énergie. Et pour ne pas s'épuiser à faire tout et n'importe quoi pour rien, mais ça demande énormément de régulation. Notamment la production d'enzymes qui est extrêmement régulée. Par exemple, il y a une équipe de chercheurs qui s'est rendu compte que, grâce au transcriptome, la production d'enzymes est modifiée en présence des Escherichia coli. Non, c'est... Oh! Alors ça peut paraître bête comme ça, mais si on n'a pas prouvé quelque chose, même si ça paraît instinctif, il vaut mieux chercher. Cependant, la même équipe s'est rendu compte que ce mécanisme de production est également activé lorsqu'il y a présence de l'ISA des Escherichia coli. En gros, lorsqu'il y a des morceaux de cellules mortes. Mixococcus semble donc reconnaître des morceaux de cellules plutôt que des cellules en elles-mêmes. C'est de toute beauté. Pour illustrer à quel point c'est complexe, posez-vous cette question. On a un mécanisme de régulation qui entre en jeu avec une synthèse activée. Mais qu'est-ce qui va l'activer? Est-ce que c'est la cellule? Est-ce que c'est un morceau de cellule? Est-ce que c'est un mécanisme chimique? Est-ce que c'est une molécule en particulier? Bref, il y a tout un tas de possibilités, tout un tas de casse-têtes aussi. Bon, apparemment, c'est la libération de morceaux de cellules dans l'environnement. Mais bon, il y a tout un tas de facteurs. Notamment la modification de la nage ou la détection de la proie. Mais de proie vivante, pas de proie morte. Parce que ça aussi, ça rentre en compte. Du coup, tu allais faire une blague sur les facteurs, c'est ça? J'allais le faire, mais là, le timing, Tiffy, le timing. Cependant, ça sous-entend que Mixococcus est capable de faire une différence entre proie morte et proie vivante. Ça aussi, ça induit d'autres questions. Notamment, Mixococcus est capable de différencier une population de Mixococcus d'une autre. Par exemple, là, je vous parle en général de Mixococcus xanthus, mais il y a d'autres Mixococcus. Et il est capable de les reconnaître, pour justement les défoncer, que il n'aime pas la compétition, Mixococcus. Et il y a beaucoup de compétition chez les bactéries. Notamment avec la molécule TRA-A, dont j'ai parlé dans le premier épisode sur Mixococcus, qui va un peu pendouiller au gré du vent et qui change un peu en fonction de telle ou telle population de Mixococcus. Un mécanisme de reconnaissance de fou, ce qui n'est ni plus ni moins que du délit de sale gueule. Alors vous le savez, les antibiotiques c'est pas automatique. Mais pour beaucoup de micro-organismes, c'est un peu le standard pour se défendre d'autres micro-organismes et 2 coloniser un environnement. Il n'y a pas que ça. Par exemple, Bacillus subtilis produit des biofilms pour se protéger des antibiotiques. Un biofilm, c'est un peu comme une espèce de morve. Oui, on va voir ça. Bientôt. C'est déjà écrit. Il y a 3 épisodes. Abonnez-vous. Alors que d'autres micro-organismes utilisent des spores, ce qui leur permet de se protéger des attaques de Mixococcus. Ce mécanisme, ça n'empêche pas Mixococcus de bouffer la population, mais ça empêche de dévorer la spore, ce qui permet justement à la spore, une fois Mixococcus passé, de se développer, voire même de développer des populations résistantes à Mixococcus. Chez Escherichia coli aussi, on voit apparaître la mutation de cellules qui vont justement aller vers une évolution pour se défendre contre Mixococcus. On voit ça notamment en labo, où justement les myxobactéries vont sélectionner des souches qui sont sensibles à elles, et donc permettre le développement de souches résistantes. Par conséquent, on a des populations cibles qui vont développer des mécanismes de résistance, pendant que Mixococcus va, elle, boulotter les organismes sensibles de cette population, favorisant l'émergence de résistance. Non, c'est... Oh! Le grand cycle de la vie. Alors je vous l'ai dit et je vous l'ai répété, et je vais vous le répéter encore, mais c'est vrai que le mode de vie de Mixococcus est axé sur la coopération. C'est un microbe social, notamment par la coordination et la nage synchronisée, ou la formation du corps fruitier. Permet justement à la population de Mixococcus de survivre en cas de coup dur. Il a notamment été observé que Mixococcus, son comportement de prédation, il dépend de la densité cellulaire, et il est issu d'un mécanisme collectif. Bref, on va synchroniser la production d'enzymes pour dissoudre de plus en plus de proies, créant de plus en plus de nutriments pour créer de plus en plus de cellules qui vont créer de plus en plus d'enzymes. Bref, vous avez l'idée. Et il y a eu notamment tout un tas de recherches faites pour savoir si Mixococcus était efficace aussi toute seule. Et non. Enfin, ça fonctionne, mais pas tellement. Par exemple, Mixococcus peut tuer des cellules telles que
Escherichia coli, mais n'est pas assez efficace par elle-même pour eh bien, justement dégrader cette cellule. Ça veut dire qu'elle va tuer sa proie, mais elle ne va pas pouvoir être capable de la manger, ce qui est un peu gênant. C'est pour ça notamment que la plupart des chercheurs mettent l'accent sur le travail en groupe, en coordination, en meute de Myxococcus, et donc fait la comparaison entre Myxococcus et une meute de loups. Même si les gens essayent un peu de recentrer ça sur la production d'enzymes lytiques, c'est-à-dire cracher de l'acide, ce que très peu de loups font, en tout cas à ma connaissance. Alors, si vous connaissez des loups qui crachent de l'acide, mettez-le en commentaire, hein. Mais vous avez quand même de drôles d'animaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que la capacité de Myxococcus à digérer ses proies va dépendre du milieu. Par exemple, en milieu liquide, elle est incapable de digérer ses proies par elle-même. Oh merde! Oh, c'est con ça! Mais pas en milieu solide, en boîte de pétri. Vous voyez qu'il y a donc une importance du milieu. Un autre aspect important, et un peu curieux, c'est que quand on détruit le gène de sécrétion du polysaccharide, ce qui va donc empêcher la synchronicité et la coordination des essaims de Myxococcus, on va avoir une prédation beaucoup plus développée chez les Myxococcus qui sont à l'état toutes seules, qui sont esselés. On a donc ici un bel exemple de coopération multicellulaire entre organismes qui sont à la base monocellulaires. Des organismes qui peuvent se coordonner, communiquer et s'attaquer à des proies sans pour autant s'attaquer eux-mêmes ou attaquer leur propre groupe. Et ceci se fait donc par la mise en jeu des systèmes A et S qu'on a vu juste avant. Système A pour aventure, parce que les microbes partent pour une aventure. Et S pour social, parce que les microbes se déplacent en troupeau. Ils se déplacent en troupeau. Une fois le contact fait avec la proie, le mécanisme de production d'enzymes va commencer, va liser la bactérie et dans le même temps va entraîner le mécanisme de déplacement en vaguelette, coordonnant ainsi tous les sens. Je sais, je l'ai déjà dit avant, mais déjà peut-être que vous n'avez pas vu les 2 épisodes précédents, et de 2, c'est toujours bon de le rappeler, que tout ça arrive en même temps. Petite stratégie fourbe, lorsque les essaims de Myxococcus entrent en contact avec une colonie, une partie de cette population de Myxococcus va pénétrer dans la colonie pour y sécréter l'enzyme à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va avoir une partie de la colonie qui va être encerclée, ainsi qu'une autre partie de la colonie qui va se faire digérer de l'intérieur. C'est un peu dégueu, mais cette stratégie d'attaque semble dépendre de la nature de la proie. Par exemple, chez Cynorhizobium mellioli, et j'espère que je l'ai bien prononcé, la tactique de prédation de Myxococcus va dépendre. Elle va faire varier sa tactique avec une production plus ou moins développée d'exopolysaccharides ou d'EPS. Par exemple avec une des stratégies qui va être la pénétration par les seins de la colonie de la proie, sans pour autant essayer de l'encercler, juste essayer d'être à l'intérieur. Tandis qu'un autre système de prédation a été observé où c'est quelque chose de plus classique, en encerclant la proie et en justement libérant le plus d'enzymes possible. Tout ça pour dire que bien, ces 2 techniques vont justement contribuer au développement de l'essaim par l'assimilation de biomasse et la sécrétion d'enzymes. Il y a des gens qui pensaient que ça correspondait à une meute de loups. Toutes ces sécrétions, c'est-à-dire d'enzymes, de bactériolytiques et d'antibiotiques, vont contribuer au développement de Myxococcus et à l'assimilation de ses proies, en rendant ses proies en une soupe biologique. Pour essayer de récupérer les nutriments derrière. J'espère que j'ai été clair, parce que mine de rien, on vient d'abattre un 3e épisode sur Myxococcus. J'ai essayé un peu de me centrer sur les proies, les possibilités qu'il y avait entre les proies et Myxococcus. L'épisode d'avant était plus centré sur le travail de groupe, et le premier épisode était centré sur une introduction générale. Je vous donne rendez-vous pour le 4e épisode sur Myxococcus, où on va terminer ce chapitre, et je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos et plus de microbes.